Alors, bon, je suis en train de préparer mon nouveau sujet pour Parole de motard. Je vais bien faire chier Lunaris avec un sujet, mais bien de merde comme il faut. La représentation sociologique du motard en France. Si c'est pas de la merde, ça. Ah là là. Mais bon, je sais pas quand est-ce qu'il va venir, cette espèce d'andouille. Ah Bon, bonjour monsieur. bonjour. Comment ça va? Je te vois parler tout seul à une feuille, c'est normal? Ouais, j'étais en train de réfléchir au sujet que je vais te proposer. Le sens de la vie? La réponse c'est 42, hein, sinon c'est plié, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Lunaris 21. 42, 42, voilà. Exactement. Donc voilà, je te propose ce sujet de merde, la représentation sociologique du motard en France. Est-ce que déjà tu comprends? C'est pas faux, hein. Bon, on va essayer de le dire autrement. Est-ce que le motard est un connard, peut-être? Je sais pas. Non, peut-être pas non plus. Un semi. Un semi. Non, un spermorque. Un semi-remorque. On va s'attarder un petit peu effectivement, à la représentation du motard, en tout cas en France. Quand on vous dit motard dans l'inconscient collectif, on a effectivement décliné quelques sous-thématiques pour un petit peu en échanger entre nous et puis avec vous. Donc voilà. Moi, je voulais déjà commencer, si ça te dit, évidemment. Non mais déjà, je présente la feuille aux gens quand même pour leur préciser qu'il y aura 42 thèmes et 12 sous-parties. Donc ça va durer 4h22. Il y a la tête et les jambes. Oh bah putain, et les jambonneaux. voilà la gueule des jambes, hein. Non mais je te laisse œuvrer, je suis ton plan. Tu es mon plan, c'est-à-dire tu... Non, je suis le plan, Ah. du verbe suivre. Mon plan, j'en ai d'autres, excuse-moi. Non, du verbe suivre, pas du verbe être. Voilà, très bien. Alors, je voulais commencer par le motard comme figure de marginalité. Et je parle un petit peu de cette vague de motards qu'il y a pu avoir un petit peu dans les années 50, 60. Ouais. Qu'est-ce que ça te dit, toi, quand je te parle un peu de cette vague de motards? Moi, quand des tu me années dis 50, ça m'explique pourquoi t'as un blouson en cuir. Ah, putain, il a tout compris. C'est-à-dire, vas-y, je t'écoute. Bah, le blouson noir, Ouais. les années 50, 60, le rebelle, le marginal, l'homme à la moto, quoi. L'homme à la moto. Voilà, on va pas mettre la musique parce qu'on n'a pas les droits. Non. Ah, tu peux. Bah alors, De Spi va nous le chanter, Non, va nous faire une déconne. interprétation Non. intégralement bruitée à la bouche. Et puis ces premiers cafés raceurs, où effectivement il y avait cette espèce de mode en Angleterre. Ouais, d'aller, modifier des motos de c'est série ça, pour en c'est faire ça. des trucs un peu plus pistes. C'est Hein. ça, pour aller d'un café à l'autre et justement gagner des courses. Et puis il y a aussi toute cette vague du cinéma américain, quand même. Je pense que vous connaissez, en tout cas de nom, parce qu'il y en a qui sont peut-être un peu jeunes, parmi nos Spectateurs. nos spectateurs. Bon, ne sous-estime pas la vieillesse des spectateurs. Les statistiques ne vont pas dans le bon sens. Bon, ok. Comme Easy Rider, par exemple, ou La Grande Évasion. Des films qui ont quand même mis effectivement un petit peu en relief cette mode de la moto. Là, pour le coup, on reste sur la thématique blouson noir, parce que c'est vraiment des trucs des années 60, 60. Tout à fait. Et puis avec ce vent très libertaire, on va dire, voilà, de liberté, où la moto était quand même, à ce moment-là, l'un des premiers, en tout cas, comment on pourrait dire, pas représentant, mais une première image, on va dire, un petit peu de liberté, de l'aventure. De celui qui essayait de sortir des carcans, de se libérer des... Comment dire, de ce qu'on attendait au quotidien de quelqu'un. Là, c'était quelqu'un de plus rebelle, quoi, qui s'émancipe de... Steve McQueen, par exemple, a pu être un peu une égérie de certaines marques Triomphe, par exemple. Ouais, après, c'est parce que Steve McQueen, tout le monde le connaît en tant qu'acteur, mais c'était aussi un très grand motard. Motard. Il a même gagné pas mal de compètes. Tout à fait. Il faisait du trial, il faisait de l'enduro, il faisait pas mal de trucs. Et sur le Triomphe, en grande partie, je crois qu'il est aussi un petit peu chez Harley, où il a été un tout petit peu vers la fin de sa carrière. Enfin, sa carrière qui a été assez courte, puisqu'il est mort. Je sais plus de quoi il est mort. Un accident, non? Bah tiens, j'ai un trou. Si quelqu'un sait, enfin on va trouver avant que vous donniez la réponse, mais c'est pas grave. En Donnez-le dans les commentaires pour le référencement. Il est mort avant 50 ans en tout cas. Ouais, il est pas mort très vieux. Ouais, il est pas mort très vieux. Ok, et puis aussi effectivement, alors après on en pense qu'on en pense, hein, ça serait peut-être un peu sexiste, ou je sais pas comment on pourrait le dire, mais cette effectivement notion de virilité au travers de la moto. Quand on dit comme ça, effectivement, encore une fois de plus, dans cet inconscient collectif, je suis motard, tout de suite on a cette impression, le mec il se la raconte un peu, la puissance, la vitesse, la force. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette idée comme ça de virilité autour de la moto? De nouveau, c'est lié à ce que tu nous disais dans les films. Hein. La plupart du temps, le motard qu'on met en avant, c'est un acteur un peu bodybuildé. C'est super-héros, entre guillemets. Ouais. Comment je vois... le nom de l'acteur va pas me revenir. Celui qui jouait le parrain.
Oui, bah oui, Marlon Brando. Marlon Brando, donc on le voit tous avec son gros blouson noir, sa casquette. Là, pour le coup, c'est vraiment le blouson noir, quoi. Et Marlon Brando, à l'époque, c'était quand même considéré comme un des mecs peut-être les plus beaux. Oui, très donc forcément, il y avait aussi ce lien entre cinéma, moto, masculinisme. Ouais, c'est ça. Même si le terme à l'époque n'existait pas vraiment. C'est ça. Alors peut-être même machisme, mais dans le bon sens du terme, pas le macho de maintenant. Oui, parce qu'à l'époque, être macho, c'était valorisé. Exactement. Le macho, à l'époque, ça vient du mot machiste, hein, c'est ce fameux guerrier romain qui protégeait sa famille, qui a été très valeureux, et c'était effectivement quelqu'un de valeureux, d'intègre, de protecteur, c'était ça en fait. Mais je dirais, au final, de tout ce qu'on a pu voir, là, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de tout ça? À part ton blouson noir. Mon contrôle technique. Le contrôle technique. Est-ce que tu penses que dans les années 50, ils auraient accepté le contrôle technique? Non, je pense que ça n'aurait pas beaucoup marché. Alors évidemment, on parle de la virilité et le motard. On s'est quand même un petit peu renseigné. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de titularisation du permis A, en tout cas, on est encore, malgré tout, à 88% d'hommes et 12% de femmes. Alors oui, il y a de plus en plus de femmes qui sont à moto, qui font de la moto, et c'est très bien, mais ça reste encore, c'est une réalité, un monde assez masculin. Oui, c'est très très masculin. Et après, je suppose que les statistiques que tu viens de donner sont pour la France. Oui, tout à fait. J'ai aucune idée de ce que ça donne dans les autres pays, mais je pense que finalement, peut-être les pays où il y a le plus d'utilisatrices de deux roues, c'est très certainement des pays un peu comme le Vietnam ou les petits deux roues. Où voilà, ce sont des petits deux roues que toute la famille utilise. Asie du Sud-Est. Ou finalement le deux roues, le scooter, la mobilette, je peux l'appeler comme ça, ce sont les véhicules du quotidien pour tout le monde. Mais pour le coup, je pense pas qu'il y ait un pays où les femmes seraient majoritaires sur des grosses cylindrées. Je pense pas. Peut-être, je sais pas, qu'aux États-Unis, la proportion de motards est peut-être un peu plus importante. J'avoue que je pense pas que ça soit très différent de la France. Ouais, moi non plus, je pense pas trop. Bon, dites-nous dans les commentaires. Et puis ouais, on parle aussi effectivement de cette culture mécanique. La mécanique, alors maintenant, on sait qu'on a des motos de plus en plus, on va dire, je sais pas si on peut dire aseptisées, mais en tout cas à injection, on met un peu moins les doigts dedans. Mais ça a été très très longtemps des motos à carburateur. La mécanique, c'était, une fois de plus, sans être sexiste, un petit peu le monde des hommes, à toucher le moteur de la bagnole, le moteur de la moto. Voilà. C'est sûr que si on revient à ce que tu nous disais en premier, dans les années 50-60, si tu n'étais pas un minimum mécano, tu roulais pas en moto. Hein. C'est ça. Sinon, le moindre micro-pépin, tu étais sur le bord de la route, c'était fini. Hein. C'est ça. D'ailleurs, moi, j'ai souvent remarqué que des amis ou des connaissances motardes du coup, enfin des mecs qui étaient motards, qui sont devenus motards, c'était aussi des gamins qui roulaient en scoot ou en mobilette, qui trafiquaient, enfin qui peut-être pas trafiquaient, mais en tout cas dont ils faisaient la mécanique d'eux-mêmes déjà très jeunes, quoi. Ils ont été un petit peu touchés par, on va dire, ce monde de la mécanique. Je pense que c'est aussi important. Voilà, le rapport au risque, à la vitesse. Alors c'est marrant parce qu'on en parlait un petit peu en off. 94% des accidents moto, c'est les hommes. 6% chez les femmes. Tu parlais aussi, c'est marrant, du risque aussi domestique, où on a cette impression que les hommes ont cette propension à prendre naturellement, je ne sais pas comment expliquer. Oui, naturellement plus de risques. Sociologiquement, c'est démontré que les hommes sont conditionnés. On ne sait pas trop si c'est par la génétique ou si c'est par l'éducation. Mais on est plutôt conditionné à prendre plus de risques. Après, bien sûr, faut aussi corréler ça à ce que tu nous as dit tout à l'heure. 89% déjà 88% d'hommes qui ont le permis. Donc forcément, il ne reste plus beaucoup de place pour que les femmes aient des accidents, entre guillemets. Mais oui, ces statistiques, de toute façon, s'appliquent en dehors du monde de la moto. Ça s'applique pour les voitures, ça s'applique même en dehors du monde du déplacement. Donc oui, les hommes ont plutôt tendance à prendre plus de risques. Un peu con, quoi. Mais est-ce que le motard a encore plus tendance à prendre des risques que les autres ? Je sais pas. Nous, on sait que simplement sur les accidents... Moi, finalement, quand je vois les statistiques, j'ai l'impression que non, c'est exactement pareil. Oui, c'est à peu près pareil, c'est à peu près similaire. Ouais. C'est juste qu'on est sur un autre type d'engin, mais que tu sois en voiture ou en moto, les statistiques donnent pas de grosses différences
Tu sais pour les de- automobiles, toi, à peu près, le pourcentage? De quoi, Pour les homme-femme? automobiles, ouais. C'est la même chose. Ouais, C'est environ 90-10. on est à C'est peut-être même. 94. Je me demande même si c'est pas 95-5. Ouais, on est exactement Mais sur le- c'est très très élevé pour les hommes. La première fois que je suis tombé sur cette statistique, c'était quand je faisais ma formation pour être moniteur auto et moto. Et au début, j'y croyais pas. Je me disais, mais comment c'est possible un écart pareil? Et pourtant, si. Et c'est là qu'ils nous ont montré que même si on sort du cadre routier, même sur les accidents de la vie courante, il y a beaucoup plus d'accidents pour les hommes que pour les femmes. La prise de risque n'est pas du tout conscientisée de la même façon. Ou est-ce que c'est la société qui surprotège les femmes? Je sais pas. Oui, ou peut-être une pression sociale de l'homme qui se dit je suis pas un homme si je prends pas de risques. Je suis pas un homme si je montre pas que je suis fort, que je Oui, vais mais vite, justement, que je prends des risques. Qu'est-ce qui incite l'homme à la base à avoir ce point de vue? Est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est... Ça peut être, à mon avis, c'est peut-être un mix des deux. Peut-être une part. Après, voilà, nous ne sommes pas Génétique. des ethnosociologues, évidemment, mais. Non, mais par pense contre, qu'il y a un peu de je culture. suis en bac -12 en génétique. Non, je pense qu'il y a une part effectivement génétique, mais surtout de culture Sûrement. machiste dans un peu tous les peuples d'ailleurs. Je reprends ta fiche pour essayer de voir de quoi Oui. on va parler maintenant. Des codes vestimentaires aussi, déjà identitaires, évidemment. On On a déjà parlé un peu avec ton blouson super de blouson en cuir. ultra cliché. Il y a eu la mode des perfectos. Rappelle-toi, dans les années 70, 80, même 90, beaucoup de personnes étaient en perfecto. C'est un petit peu dépassé, je trouve, en ce moment. Ouais, ça c'était plus Ou trop. peut-être les bikers qui en remettent. Les bottes de moto, il y a des gens qui ont des bottes de moto aussi au quotidien. Enfin, voilà, il y a un code un peu Oui, noir, un peu dur de ces vêtements de la moto qui c'est un petit peu... après il y a aussi une part Développé. de logique. On va pas se protéger avec un tissu en coton, quoi. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui s'habillent un peu motard sans être motard. Tu sais, tu as des Pour blousons le un look. peu... Voilà. Oui, pour se Faire donner ce le côté un peu méchant, bad boy, le côté à bad côté- boy. Voilà, c'est ça. Oui, ça pour le coup, j'ai déjà vu des marques qui faisaient des blousons et des vêtements Qui sont pas du tout coquets, qui sont voilà, pas du tout qui faits pour la moto, donnent aucune mais qui ont protection, le look. mais qui ont le look. Tout à fait. Ou des t-shirts avec... Contrairement au tien qui qui est un peu coquet. qui est coquet. Il est coquet, Il est coquet, le monsieur. c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il y a comme sous-thème? Alors, tu nous as parlé de le motard et l'État. Oh, j'ai loupé une. Moto, identité, Ah, j'ai classe sociale. loupé une étape. Je vais trop vite, moi. J'ai envie Ah de oui, j'ai finir. fait un petit plan quand même pour pas qu'on se perde de trop. Oui, bah effectivement, on se rend compte aussi qu'il y a différents styles de moto. Et ce qui est aussi chouette par rapport à ça, c'est que en fonction un peu de notre personnalité, on trouve aussi un peu la moto qui nous va. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais on remarque aussi que les strates, on va dire sociales, font qu'on n'a pas tous les mêmes motos en fonction aussi de notre budget. On a eu une grande mode pendant un moment sur cette fameuse BMW 1250 ou 1300, là, comment ça s'appelle? La GS. La GS. Et c'est toujours le cas, c'est toujours la plus vendue. Voilà, et c'est toujours le cas. Tout le monde ne peut pas accéder à ces prix-là, même si on peut quand même dire que ça s'est démocratisé, je trouve, l'accès à la moto. Et en même temps, bah tiens, on en parlera dans le sujet de l'État peut-être, j'ai cru comprendre que les motos de plus de 400 cm3 neuves seraient taxées. Non, c'était une proposition qui est tombée aux oubliettes En tout cas, ils quasiment ont aussi quand vite. même osé y penser quand même. Oui, Ça bon, veut dire quelque chose. je sais plus quel député avait proposé ça, mais ça a été, c'est tombé aux oubliettes instantanément, comme 80% de ce qu'ils proposent en fait. Des fois, tant mieux, hein, parce que c'est Mais, de la merde. Ouais. Non, finalement, quand tu me parles de moto et identité, justement, au-delà du côté, on va dire, Classe sociale dont tu parlais, où c'est purement, on va dire, argent. Oui, bien sûr, économique. Je pense qu'on n'a pas la même perception d'un mec qui arrive sur un GSX-R que le mec qui arrive sur un petit scooter, tu vois. Alors que pour le coup, ils ont très certainement le même permis et il y en a peut-être même un des deux qui roule beaucoup plus que l'autre. Est-ce que tu voudrais dire que toi le premier, oui. peut-être que quand ou moi le dernier, je sais pas encore la réponse. Non mais je me mettrais peut-être dedans, quand tu vois quelqu'un arriver à moto, on pourrait peut-être tomber dans une espèce de piège en se disant il est sa moto. Oui, on imagine un caractère à la personne en fonction du style de la moto. Peut-être même un statut social. Bah ça, de nouveau, ça est surtout en fonction du préjugés, prix. hein. Le statut social, je dirais que c'est moins le cas si c'est une machine ancienne. Enfin, qui a plus de 10 ans. Oui. Parce que quand on a une machine qui a plus de 10 ans, ça peut être pour deux raisons. Soit pour le coût,
soit juste pour le style ou les caractéristiques de la moto. Donc on peut très bien être pété de thunes et être passionné par un modèle et toujours l'utiliser, même sur une machine qui a 20, 30 ou plus. Bien sûr. Tout comme on peut rouler avec ça uniquement parce que c'est un truc qu'on a trouvé à 500 balles, pas cher. Donc je pense pas que les catégories sociales s'appliquent autant sur les machines d'occasion quand on croise quelqu'un. Par contre, les catégories de motos, je pense que ça peut vouloir en dire beaucoup plus, ou du moins la perception des gens va être totalement différente. Perception, c'est pas pour autant la réalité, mais c'est une perception. Je pense que nous deux, on a eu quand même pas mal de styles de motos différents. Oui. Et tu vois bien que quand quelqu'un te regarde, il n'a pas le même regard si tu es sur une sportive que si tu es sur un roadster, que si tu es sur un cruiser, une machine... maintenant tout le monde est en trail, donc c'est encore différent. Oui, mais il faut pas oublier que pendant très longtemps, le trail, c'était la honte. Hein. Quand tu finissais sur un trail, c'est que t'étais mal parti. Hein. C'était l'utilitaire, la moto fonctionnelle par... Ou non, c'était le bouseux qui devait aller traire ses vaches, quoi. C'est ça. Mais même, tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi qui ai eu plusieurs styles de motos différents aussi, entre... un bobber, comment on appelle ça, les motos Harley, ça s'appelle un cruiser. Un cruiser. Et puis une sportive, même la police, va être plus en capacité de te demander de mettre sur le côté si tu es en hyper sportive qu'avec un cruiser. Je vais peut-être alors que ça ne veut rien dire. Un truc qui va te choquer, mais il semblerait que dans la police, ce soit des humains. Et donc qu'ils soient soumis aux mêmes préjugés que les autres. C'est pour ça. Effectivement. Tout à fait. Non, donc oui, c'est vrai que moi j'ai eu des cruisers, j'ai eu des sportives. Là où j'ai été le plus souvent arrêté, c'est clairement avec les sportives. Voilà. Ce qui ne veut rien dire dans l'absolu, mais potentiellement la moto pour rouler vite, donc on serait susceptible de rouler vite et d'enfreindre la loi. Exactement. Très bien. Et oui. Alors là, on va aborder un sujet qui fâche un petit peu. Je pense qu'on va se faire des amis motards. Le motard et l'État. Et l'État du motard ou l'État... L'État du motard après avoir subi l'État. L'État-providence ? C'est ça. Donc effectivement, j'ai balancé cette fameuse phrase, la sécurité rentière versus sécurité routière versus sécurité rentière. On a vraiment cette impression entre les contrôles, les radars, les limitations, les interdictions d'être constamment emmerdé, contrôlé, comme si on était le nouveau... la cible à abattre. La nouvelle cible à abattre, la nouvelle poule aux œufs d'or, je sais pas, mais on parlait tout à l'heure de notions un peu libertaires de cette moto dans les années 50-60. Ça a vraiment beaucoup changé, quoi. Oui. Puis j'ai l'impression aussi que autant l'État est peut-être de plus en plus, entre guillemets, à vouloir embêter les motards, que ce soit le bruit, la vitesse, les contrôles techniques et j'en passe. Mais ce qui fait que on est un peu dans la merde, c'est que une bonne majorité de l'opinion publique est du côté de l'État. Du moins, c'est comme ça que je le perçois. Mais oui, parce que comme je le note là, plus bas là, motard égale délinquant routier aussi. C'est-à-dire qu'on a une c'est pas une notoriété, on a une mauvaise image. Une mauvaise image. Très mauvaise image. Motard égale connard, motard égale le mec qui fait n'importe quoi. En même temps, c'est vrai, il y en a aussi beaucoup qui font n'importe quoi. Les remontées de fil à 120 km/h. Oui, mais comme d'habitude, c'est toujours l'ultra-minorité qui emmerde tout le monde et qui impacte la majorité. C'est ça. Même moi, qui suis motard depuis longtemps, ça m'arrive fréquemment dans mon village d'entendre un ou deux mecs qui vont faire les cons en forêt avec des machines mais totalement déchicanées. On les entend, mais... À 1 km, 2 km. Non, c'est à 5, 10 km. Pire que ça. On ne fait que ça, parce qu'en plus, ils sont sûrs. On est dans une vallée, donc il suffit qu'ils fassent des conneries dans la colline, ça résonne, on n'entend que. Et c'est insupportable. Et... je ne comprends pas en fait. Et moi le premier, des fois, devant chez moi, j'entends un motard qui fait n'importe quoi sur une zone 30 avec un pot complètement déchicané. Moi le premier, je dis attends, quel connard celui-là, quoi. Voilà. Et c'est pas parce qu'il est motard que je me reconnais en lui ou que ça fait communauté. Effectivement, il y en a qui sont vraiment très chiants, malheureusement, mauvais comportement. Malheureusement, c'est entre guillemets brebis galeuse, impacte l'image de l'ensemble des motards, bien sûr. Alors qu'en plus, dans cette catégorie des brebis galeuses, certains ne sont, pour moi, même pas officiellement des motards. Tout à fait. Comme tous ceux qui font du cross-bitume, t'en avais déjà parlé à l'époque, t'avais fait une vidéo avec Panda Rider là-dessus, je crois. Tout à fait.
Et ces mecs-là ne respectent absolument rien, ils mettent les autres en danger, ils tuent même des gens, parce que gamins, là pour le coup, il y a déjà eu plusieurs drames malheureusement. Bien sûr. Et puis bon, ça va, on a Ségolène Royal qui propose d'ouvrir des cirques pour les cross-bitumeurs, donc ça va être le top du top. Ça va tout changer. Ça va tout changer. Merci Ségolène. Effectivement. Oh, d'un seul coup, j'ai envie de me casser. Je vais foutre tout. Je retourne tout. On veut plus être motard, c'est fini. Moi, je vais m'acheter une Citroën Ami et puis ça va être fini. Ouais. Attention, ça commence à côté. Hein. Ami 6, Ami 8. Ah non. La Ami électrique qui va à 45. Ah putain, ok, je suis voilà, largué, je vais être bobo écolo jusqu'au bout. C'est hein. on sait pas où est le cucu, où est la tête, c'est ça? C'est exactement tu peux ça. retourner, tu pourrais aller dans les deux sens. D'ailleurs, d'ici quelques temps, logiquement, sur ma chaîne, il y aura le test d'une Ami. Ah, intéressant. Dans les yeux. Dans les yeux? Dans les yeux. Tu n'auras plus que les yeux pour pleurer. Exactement. Ah, c'est nul. Oui, et puis je parlais aussi de la FFMC. Alors, on en pense qu'on en pense. Il n'empêche. Je rappelle, pour ceux qui l'ignoraient, la Fédération française des motards en colère. Donc ceux qui ne sont pas en colère, bah dommage. Et ceux qui sont en colère et pas motards, bah dommage aussi. C'est clivant comme fédération quand même. Hein. On en pense qu'on en pense de cette FFMC. Il n'empêche qu'elle existe et qu'elle se mobilise. On en parlait en off tout à l'heure. Bien plus que n'importe quelle association de conducteurs de voitures. On voit rarement des automobilistes manifester en disant nos droits sont bafoués. Les motards, les péages sont trop chers. Voilà, c'est ça. Alors que les motards sont quand même très plus solidaires, plus communautarisés. Il y a des concentrations qui se font très rapidement. Voilà. Ça aussi, c'est quand même une réponse peut-être. Enfin, depuis quand même quelques décennies, la FFMC, c'est aussi une forme de réponse à cet État qui s'en prend de plus en plus aux motards. Alors après, peut-être que le motard se sentait en totale impunité aussi, peut-être, en totale liberté, et il a du mal à l'accepter. Et c'est pas si faux que ça. On n'avait pas le contrôle technique, on pouvait se garer où on voulait. Maintenant, dans de plus en plus de villes, tu as des parkings moto, des parkings, des stationnements moto. Payants, bien sûr, évidemment. Et on se sentait effectivement... dans une forme d'impunité. Et je pense qu'en termes de frustration, le motard a beaucoup plus de mal à le supporter parce que ça a été radical d'un coup, quoi. Alors que l'automobiliste, ça fait des années qu'on s'en prend à lui, finalement. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être que les automobilistes ont tellement l'habitude d'en s'en prendre plein la tronche à coups de bâton que les boss commencent à compenser le coup de matraque. Enfin, je sais pas. Mais oui, c'est vrai que de toute façon, il y a quand même une plus grosse solidarité du côté des motards. Mais malheureusement, on voit que peu importe que ce soit motard, automobiliste ou n'importe quel autre sujet, de toute façon, l'État est sourd à toute contestation. Tout à fait. Alors, j'allais dire pour finir, mais non, il y a encore 42 sous-parties. Mais non, ça va vite, très vite. Il est con celui-là, c'est pas possible. La représentation culturelle ou les représentations culturelles. Donc ça, c'est l'étape 5. Attention, on n'a pas fait 1, 2, 3, 4. Non, mais c'est pas grave, je vais commencer à 5. C'est ça. Oui, alors je parle un petit peu des films, des pubs, de tout ce qui est marketing. Séries. On a quand même ces derniers temps vu Son of Anarchy par exemple pour des séries. Il y a des films avec Tom Cruise là où il y a tout le temps de triomphe, là, Mission Impossible. Enfin, on voit, je trouve. Attends, sur les Missions Impossibles, il y a un peu de tout. Hein. Il y a de la BM, il y a de la Triomphe. Je trouve que les motos sont un peu plus présentes. Dans les publicités aussi, on voit quand même des motos de plus en plus, un peu sur les parfums, tu sais, où le mec il est libre, la femme elle est libre, tout ça. Je trouve que mais finalement, j'ai l'impression que dans ce genre de publicité, la moto est finalement présentée comme un accessoire, comme un bijou, quoi. Oui, mais un bijou pour souvent, parce que c'est souvent des œuvres d'art, tu as raison, pour magnifier encore un peu plus le produit qu'ils veulent vendre. Comme si c'était un produit de luxe aussi qui permettait de faire briller un autre produit. Pour le coup, que ce soit à la télé ou même sur Internet, j'ai rarement des pubs qui seraient vraiment à destination des motards. Tu vois, on voit des motos ou des choses comme ça dérivées dans d'autres contenus, mais je vois rarement des pubs directement acheter la dernière tout à fait d'accord la avec dernière toi. Honda, la dernière Suzuki. Tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de pub sur la vente d'une moto proprement dite. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'on va se servir de l'objet moto. Je trouve qu'il est de plus en plus apparent. Ouais, comme ça après tu peux dire ouais, moi j'ai la même moto que Tom Cruise, peut-être. Je suis sûr quand même que à l'époque de Terminator 2, Harley a dû vendre un paquet de motos. C'était une Fat Bob, je crois. Fat Boy. Fat Boy ou Fat Bob. Enfin, Fat quelque chose. Fat Boy.
Mais celle-ci, hein, bon, c'est iconique, hein, la chute que fait Super Zamorto. Schwarzenegger. Super Zamorto. Le cascadeur doit être très fort. Mais je pense qu'à l'époque, ils ont dû en vendre de la Harley. C'est possible. Alors, je parlais aussi un petit peu de la presse spécialisée. On a quand même si effectivement en termes de journal matérialisé, ça se vend un peu moins de par effectivement Internet, oui. Mais on a quand même un paquet de magazines moto. Oui, toujours. Oui. Beaucoup. On a eu Automoto pendant un paquet d'années où, par contre, là, il faut être honnête, le temps de la moto par rapport à la voiture, c'est 5%. Des fois, il y avait même des épisodes entiers, il n'y en avait pas. J'ai même un souvenir d'une époque où moto, ils en parlaient même plus du tout. C'est ça. Ça revient un peu plus. Et en plus, de surcroît, l'émission Highside, qui commence à plutôt bien cartonner sur... ça fait quelques années sur maintenant. RMC. Ouais. Oui, voilà, mais ça existe. Et Bader, le fameux animateur d'Highside, vient sur Automoto pour faire justement la rubrique moto. Oui. J'ai remarqué ça. Donc voilà, des choses qui se rajoutent un peu. Et évidemment, l'expansion assez importante du motovlog sur YouTube, même si ça s'est peut-être un petit peu calmé. Il y a eu quand même cette période-là qui a fait ça s'est calmé maintenant. J'ai l'impression que c'est plus des gens qui ont des chaînes déjà bien connues, qui de temps en temps vont faire du motovlog. J'ai pas l'impression qu'il reste beaucoup de chaînes exclusives motovlog. Oui. Avant, ils en avaient un bon paquet, hein, mais ça tournait totalement rond à la fin. Mais ça a eu le mérite d'exister ces derniers temps et ça a aussi peut-être pu un peu développer en tout cas cette connaissance du monde de la moto. Oui, et après aussi, je dirais que peut-être le côté pervers ou le côté... le mauvais côté, quoi. Je cherche des synonymes, mais mon cerveau pervers, c'est peut-être un peu amusé. Côté négatif. Ouais, côté négatif. Ouais, non, peut-être même pervers. Hein. C'est justement que via YouTube ou d'autres contenus encore plus courts comme les shorts, les TikTok, les genres de trucs, parfois on a clairement des vidéos de merde qui desservent totalement les motards, qui transmettent parfois des infos qui sont totalement erronées, mensongères. Les road rage aussi, rappelle-toi. Les faux road rage. En plus, il y a même des faux. Ben oui, parce que encore le road rage. Il t'arrive vraiment une histoire de dingue, c'est filmé, ok. Mais 90%, c'est de la mise en scène. Scénarisé. Et c'est mauvais en plus. C'est très mauvais. Ou les faux accidents aussi. Ou le mec qui se couchait, quoi. Ouais. Donc tout ça, non, ça pour le coup, ça a plutôt tendance à desservir l'image des motards que... En tout cas, que ça la desserve. Alors ça c'était c'est un connard de motard. Ça. Non, ça c'était un R1M, c'était bien. Ça. D'accord, parce qu'en fait, c'est pas le bruit, c'est la moto. Non, c'est la moto qui... Bon, il faisait pas tant de bruit que ça. Non, ça va. Après que ça serve ou que ça desserve, il n'empêche que ça fait partie de cette connaissance du monde motard, que ce soit dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Ça met en avant... Ça communique quelque chose. Ça met en avant le monde de la moto, mais pas forcément dans le bon sens. Ah tiens, il y a ta voiture préférée qui arrive là. Ah, l'envela ennemi. En fait, non, c'est une Fiat Topolino. Ah, c'est une Topolino celle-là. C'est exactement la même. Coûte 13 ou 14 000 balles ou plus cher que cher Sûrement. Très bien. Ok. Le motard et la communauté. Alors là, ça, effectivement, c'est quelque chose... C'est le 6. 6. J'ai fait 6 comme ça. Tu peux faire 3 et 3 aussi. 6. Alors, on pourrait peut-être introduire le sujet avec ce fameux V-motard, qui est... Je sais pas, moi je continue à le faire quand j'ai des motards qui arrivent en face de moi. C'est même plus un V que je fais, c'est un petit signe. Des fois je vois pas, je le fais pas. Façon, moi, enfin, je me souviens que, je le rappelle, j'ai été moniteur. Un truc qui parfois me faisait halluciner, c'est qu'il y a des gens, via les vidéos, genre de trucs comme ça, ils se sentent presque obligés de faire le V, quitte à se mettre en danger. Moi, je leur disais toujours, vous êtes dans une situation où vous gérez. Il n'y a aucun problème, tu maîtrises ton truc. Tu veux faire un V, il n'y a pas de problème. On ne va pas te pénaliser pour ça. Mais si on voit que tu perds le contrôle ou qu'il y a le moindre doute sur ta conduite à cause de ça... Tu fais pas? Non, surtout pas. D'où, comme tu le dis, parfois c'est peut-être plus adapté juste de lever un peu la main, de lever un doigt. Un coup de tête aussi des fois. Quand je suis en train de passer ma vitesse pour redémarrer, je ne peux pas lâcher mes deux mains, je fais un coup de tête. Oui. Enfin, pas un coup de tête comme ça. Hein. Oh, tu fais un petit coup de tête, un petit salut quoi. C'est ça. Mais tu vois, par contre, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on parle de ce V solidaire, communauté motarde.
Donc on se fait lever quand on se croise, et moi quand je vais des fois dans des concessions ou des magasins de moto, d'équipements moto, on se parle pas, on se dit même pas bonjour. Enfin, c'est quand même hallucinant. Ouais, non, mais ça, c'est très étrange. Sociologiquement, c'est très étrange ce phénomène. Faut pas chercher une logique là-dedans. Bon, par contre, moi le premier, quand je vois un motard qui semble peut-être être arrêté ou en panne, je m'arrête et je lui demande si ça va. En voiture, je le ferais peut-être pas. Et qu'est-ce qui me pousse à faire ça, je ne sais pas. Bah, moi, tu vois, à l'inverse, si quelqu'un est clairement en train de demander de l'aide, bien sûr, je m'arrête. Oui, s'il demande, effectivement. Mais juste une moto arrêtée sur le bord, si le mec genre est au téléphone ou je sais pas quoi, non, je vais pas m'arrêter. Faut pas oublier que maintenant, on est quand même à une autre époque. C'est relativement rare de tomber sur des gens qui ont réellement besoin de notre aide. La plupart du temps, les gens ont l'assistance ou d'autres moyens de s'aider. C'est relativement rare. Mais oui, bien sûr, si quelqu'un est vraiment en train de demander de l'aide... Ou tu vois, je le croise et je fais « ça va ?» Mais oui, il me fait « ouais ». Oui, on peut faire ça. Je fais souvent ça. Mais méfiez-vous quand même, parce que c'est rare, mais ça existe encore, des gens qui font croire qu'ils ont besoin d'aide, et quand vous vous arrêtez, vous faites dépouiller. Ouais. Ça, c'est malheureusement en voiture comme à moto. Oui, en voiture comme à moto. Et il y en a même aussi maintenant, ils ont tendance à faire ça dans les stations essence. Ah ma carte elle marche pas, ou je suis tombé en panne, machin, vous pouvez pas me dépanner. C'est de l'arnaque, cassez-vous. Moi, ça a failli une fois, je vais pas dire mal finir, mais j'étais en train de tomber dans le traquenard et la Providence m'a sauvé. Ouais. C'est qui celle-là ? La Providence ? Ouais. Alors la Providence, ce jour-là, c'était un de mes amis qui revenait du boulot. Et à cette époque, il était gendarme. Ah bah, quelle Providence. Donc j'étais très près de chez moi. Je vois une bagnole qui est arrêtée, un ou deux gosses dehors, ils sont en panique, ils font signe à tout le monde de s'arrêter. Moi, je m'arrête. Je leur demande ce qui se passe. Bon, déjà, là, je vois qu'ils parlent pas bien français. Ils commencent à me demander du pognon, machin. J'ai senti l'embrouille tout de suite. Et le hasard a fait que, 2 minutes après, une voiture qui s'arrête juste derrière moi. Et c'était mon pote qui revenait, sauf qu'il était avec sa voiture perso. Et là, il sort de sa bagnole, donc une Clio 1 toute banale, gendarmerie. Instantanément, j'ai jamais vu ça. Un pit stop. On n'a jamais vu ils ont rangé les cartes. On n'a jamais vu un Kangoo soi-disant en panne redémarrer aussi vite. Le mec, c'est le meilleur réparateur du monde. C'est ça. Il arrive, tout est réparé. Et donc, mon pote vient me parler, il me dit « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je fais « il me voulait du pognon. » 30 secondes plus tard, la gendarmerie, ce coup-ci, entre guillemets, la vraie. Celle qui était en fonction. Celle qui était en fonction, qui se pointe. Ouais, ils sont passés où les gens là, qui essayaient de choper du pognon aux autres. Ils avaient dû se faire repérer. Visiblement, c'était quelque chose de relativement fréquent et je sais que ça existe encore. Mais ce qui est dommage, c'est qu'avec ce genre de situation, on peut en finir par devenir parano, quoi. Mais on est tous parano. Et puis plus être solidaire, plus avoir s'occuper que de soi, et puis plus être en vigilance auprès des gens. Malheureusement, on en est presque tous là. Hein. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Pour ceux qui ont un Dieu, ou ceux qui en ont plusieurs. Ou ceux qui n'en ont pas. Ceux qui en ont trop peuvent le partager aux autres, ils ont le droit. Du coup, je parle effectivement de la communauté motard. Donc oui, ce V qui est, on va dire, voilà, solidaire, rassembleur. On parle souvent des frères motards. Alors évidemment, on pourrait un peu se baser sur... On peut dire, est-ce qu'il y a la fraternité, mais est-ce qu'il y a la sororité motard? Sororité motard, bien sûr. Entre les motardes, bien sûr. En fait, oui, il doit y avoir des clubs de filles, bien sûr. Peut-être, sans doute, et c'est très bien. Parce que là, tu mets club, je suis sûr qu'il y a des clubs de filles. Échangistes. Hein. Non, alors, c'est... On peut s'échanger sa moto. Non, mais en tant qu'adulte, vous faites ce que vous voulez. C'est club échangiste de moto. Tant que ça reste dans le cadre de la loi. Donc évidemment, il y a comment on appelle ça, pour les bikers, les rassemblements. Ouais, non, mais tu sais, les bikers, pas les crews, les clans, les trucs d'Harley, les chapitres là. Ouais, enfin un nom, un chapter. Les chapters, on va dire ça comme ça. C'est eux quand même qui ont peut-être aussi lancé effectivement cette espèce de mode de concentration, de solidarité, de fraternité, peut-être, je sais pas. On voit quand même souvent beaucoup de concentration motarde. Oui. Plus que de voitures. Alors, plus que de voitures, je suis pas d'accord. L'effet de masse est impressionnant. Alors, l'effet de masse est impressionnant, mais si on regarde par contre en fréquence, du moins par chez moi, il y a au moins 15 à 20 fois plus souvent des rassemblements auto, voire des rassemblements auto-moto,
mais dans ceux-là, il y a toujours beaucoup moins de motos que d'autos, que des rassemblements purement motos. Ok. Je dirais que là où les événements motos sont peut-être plus impressionnants parce que justement ils sont annuels, alors là où les autres sont mensuels. Ouais, tout à fait. Et puis peut-être que mon regard est biaisé par rapport aux manifestations. Ah C'est oui. ça qui fait que j'ai cette impression Oui, aux que, manifestations. que je fais un biais un biais. Je me trompe peut-être entre Entre concentration et rassemblement manifestation. et manifestation, ouais, C'est d'accord. Alors après, on en parlait un petit peu aussi tout à l'heure en off, le Donc motard, l'étape 7. le motard versus écologie. Mais pourquoi on devrait être contre l'écologie? Non, je fais exprès, c'est un titre un petit peu provocateur. Un chouïa. On dit souvent que le motard connard fait du bruit et pollue. Bon, peut-être que c'est vrai. Je ne sais pas si les motos-injection polluent tant que ça par rapport à une voiture injection. C'est du même ordre Voilà, de je mémoire. pense aussi. Est-ce qu'une injection pollue vraiment? Est-ce qu'une carbu pollue vraiment plus qu'une injection? Je suis pas suffisamment. Alors tout dépend de ce qu'on calcule dans les polluants, mais si tu regardes ne serait-ce que dans les carburants brûlés, je t'invite pas à te mettre le nez derrière l'échappement d'une moto à carbu. C'est vrai qu'à l'odeur, ça sent l'essence. c'est possible. Là où les nouvelles, tu peux, il y a aucune odeur, il y a rien. Non, il y a quand même, il faut l'avouer, il y a quand même une nette amélioration Je pense sur aussi. les. Et puis Euro 4, Euro 5, Euro 6. Oui, bien sûr. Mais par contre, est-ce qu'on comment dire, ce qui peut sembler surprenant, bon, j'ai pas envie en même temps de donner de mauvaises idées à l'État, c'est que Fais gaffe, il t'écoute. à émissions de CO2 équivalentes, on n'est pas taxé en moto. Ah non, merde, putain, ça va venir. Ah putain. Non, mais de toute façon, je pense qu'ils auront pas le temps de nous mettre un malus, qui nous interdiront déjà d'être avec du thermique, ils vont nous imposer autre chose. C'est ça. Bah justement, tiens, j'ai Mais- introduit le sujet de la moto électrique. Alors, toi, tu as testé quand même quelques motos électriques. Oui, et d'ailleurs, je vais en tester d'autres très bientôt. Tout à fait. Tu connais mon... Alors, je vais le dire comme ça, mon préjugé, Oui. mon préjugement, du coup, sur la moto électrique. J'ai essayé une fois, je ne sais plus comment il s'appelle, cette espèce de scooter BMW gris, là. Le C01. C'est ça, j'ai essayé ça en 125, je crois. Oui. Ouais. Et j'ai été bluffé par l'accélération, c'est un truc de Ouais, malade. ça marche comme un 400. Ça marche, mais de fou. J'ai un problème viscéral avec l'électrique parce que pour moi, et là c'est très archaïque, c'est très... on va retenir un peu sur le motard et sa virilité ou le motard rebelle. Moi, une moto, j'en reste encore convaincu qu'il faut que ça pue, il faut que ça fasse du bruit, il faut que ça vibre, il faut que ça soit vivant. Et la moto électrique, je ne condamne pas ceux qui font de la moto électrique. Pour le moment, j'arrive pas à me Est-ce la que tu mettre veux dans la tête. qu'on te mette une moto électrique avec un petit sapin odeur de thym? Huile de ricin. C'est ça, et avec un phénomène de Parkinson aussi. Tu sais, hein, sur les PlayStation, on arrive à faire des manettes qui tremblent. On va te faire la même chose sur ta selle. Hein. Écoute, faut voir. Voilà, La c'est ça. technologie va te donner tout ce que tu veux. Bon, écoute. Donc oui, effectivement, la moto électrique est une potentielle réponse à ce... Non, moi de toute façon, vous le savez si vous à avez ce vu mes problème vidéos, d'écologie. j'ai absolument rien contre les motos électriques. Le seul souci, c'est qu'actuellement, la technologie qui nous est proposée est dispendieuse. Oh, c'est beau. Je note. Dispendieuse. Dichotomie aussi tout à l'heure. Ouais, tu l'as sorti. j'ai dit dichotomie tout à Dichotomie. l'heure. Et surtout, c'est pour l'instant pas... comment dire, on n'arrive pas à une équivalence thermique électrique. En termes de performance, il n'y a pas de problème. Oui, on l'a largement l'équivalence. Mais c'est en termes d'usage. On n'arrive pas à retrouver des tailles, des poids, des comportements identiques. Actuellement, en fait, Tu veux dire la physique de la moto? voilà, la physique de la moto. Moi, ce qui me dérange le plus actuellement avec les motos électriques, c'est, entre guillemets, le flou juridique dans lequel, la faille juridique dans lequel les motos électriques se sont infiltrées. La plupart sont vendues comme des 125, alors qu'elles ont le gabarit, le poids et les performances au minimum d'une 500. D'accord. Minimum. Et pour moi, c'est un véritable problème parce que on a passé la formation 125, on n'est pas censé avoir une moto lourde, vu que je rappelle que la catégorie A1, c'est motocyclette légère, et des motos de 250 kg dans la catégorie légère. Et donc légère, c'est moins de 175 kg? Non, il n'y a pas de minimum. D'accord. Il n'y a pas de minimum.
Il n'y avait pas de maximum non plus. Ouais, donc c'est étrange cette notion de moto légère. Alors. Bah voilà, c'est parce qu'à l'époque, forcément, quand tu avais un petit 80 ou un 125, ça pesait pas lourd. C'est des motos qui pesaient 110, 120 kilos. Tout cassé. Ouais. Maintenant, non. Surtout, il y a encore des thermiques qui ne pèsent pas trop lourd, hein, 130, 140 kilos, ça se trouve. Mais des électriques qui seraient à moins de 150 kilos, c'est rarissime. J'avoue que je pense que j'en connais pas. Ou alors elles doivent avoir des performances ridicules. Ou des autonomies ridicules. Donc pour l'instant, la moto électrique, moi je dis oui, ça sera forcément une partie de l'avenir. Mais la technologie de batterie qu'on a actuellement n'est pas du tout adaptée. Et la réglementation n'est pas adaptée. Mais de toute façon, vu qu'ils sont en train d'essayer d'inciter les gens à aller vers ça, ils ont cet argument marketing, cette faille où justement les 125 sont plus performantes en électrique qu'en thermique. Donc ça permet d'en vendre un petit peu, mais on perd la légitimité de cette catégorie motocyclette légère. Tout à fait. Et j'ai une question qui serait peut-être un compromis. Il y a des moteurs moto où on peut mettre de l'éthanol ? Ça s'est fait à un moment donné ? Je sais que ça se fait dans certains pays. Par exemple, Honda au Brésil vendent des motos éthanol. D'accord. Parce que là-bas au Brésil, ils sont producteurs à mort de canne à sucre et donc d'éthanol. Mais je ne pense pas qu'en France, il n'y ait jamais eu de moto directement vendue par le constructeur et équipée pour rouler avec de l'éthanol. Après, des boîtiers existent, des boîtiers flex fuel existent. Je pense que les plus connus, c'est ceux de chez Highside, Tornbike, qui ont vraiment mis ça en avant. Hein. Ils font ça pour beaucoup de véhicules, beaucoup de motos différentes. Et ça a l'air de fonctionner parfaitement bien, du moins aussi bien que pour les voitures. Et les caractéristiques de la moto ne changent pas. Non. Niveau puissance, tout ça. Non, c'est la même chose. Très bien. Très bien. C'est la même chose. Très bien. Donc évidemment, je parlais aussi de notre passion mécanique, où je mets un peu versus conscience écologique. Si on veut vraiment être dans une pure conscience écologique, la mécanique moto, la pure mécanique moto, le carburateur, comme je disais, la fumée, le bruit, ça pue, machin, on peut plus. Non, après, là tu parles d'une époque qui malheureusement, je sais pas, mais est déjà révolue. De toute façon, il n'y a plus de véhicules à carbu autorisés à l'heure actuelle, depuis au moins 20 ans. En vente neuve. Il y a énormément de véhicules encore à carburateur. Oui, bien sûr, mais en vente neuve. Tout à fait. Ça fait déjà 20 ans qu'ils en proposent plus en neuf. Tu te doutes bien qu'il ne va pas en avoir qui roulent pendant encore des décennies. Sauf des motos, tu vois, par exemple, motos de collection de temps en temps. Voilà, comme ma G6, la XJR. Ma XJR, pardon, qui date de 2002. Je pense que dans encore 10-15 ans, elle deviendra peut-être un peu collection. Tu vois, comme un peu à l'instar des fours ou des ZR900 qui sont déjà devenus collection. Je pense qu'il y a des gens qui vont encore un petit peu cultiver ça, bien sûr. Mais ça va finir par mourir, je suis d'accord. Bien sûr. D'ailleurs, ce qui nous prouve que c'est en train de mourir, c'est que la plupart des concessions, maintenant, refusent carrément de faire ce genre d'entretien. Refusent de les entretenir. Parce qu'ils ont plus les mécanos. Ils ont plus les mécanos. Ils ont des mécanos parfois qui n'ont même pas connu ce genre de véhicule en vente. C'est ça. C'est presque plus des électroniciens que des mécaniciens. Maintenant, pour ce genre de... c'est pas encore le cas dans toutes les concessions, hein, je vous rassure. Mais je pense que d'ici quelques temps, tout ce qui sera à carbu, faudra faire comme avec les voitures à carbu, aller vers des spécialistes du voiture de collection. Ou se démerder entre connaisseurs, entre passionnés de la mécanique, comme ça se passe souvent. Ou avoir un carbu mal réglé qui consomme 45 litres au 100, et puis ça passe. Non, puis même, tu vois, tu veux acheter une moto d'occasion, par exemple, en injection chez un concessionnaire, et tu veux qu'ils te fassent un rachat sur ta carbu. Non, ils prennent pas. Ils prennent pas parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du mal à revendre aussi. Non. Voilà. Mais moi le premier, hein, tu me proposes deux motos équivalentes. Par exemple, ta CBR 1100XX que tu avais à une époque. J'ai eu les deux, en carbu et en injection. Voilà. Tu me proposes les deux, je prends l'injection. Moi aussi. Voilà. Pour la facilité. C'est ça. Tout à fait. Et faut pas oublier que si on a quand même eu une démocratisation ces dernières années du monde de la moto, qu'il y a de plus en plus de femmes et même de gens qui n'étaient pas du tout de ce milieu qui s'y mettent, parce qu'avant, il faut quand même avouer que c'était de père en fils. Hein. C'est très familial, très héréditaire, on va dire. S'il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent, c'est parce que maintenant, c'est pas plus pénalisant de rouler en moto que de rouler en voiture. Tu n'y connais strictement rien, c'est pas grave.
tu sais l'utiliser. On te demande juste de savoir rouler avec. Tout à fait. Ce qui n'était Mais à pas. l'instar des voitures. C'est-à-dire que maintenant, Oui. si t'es pas mécano, de toute façon. Oui, oui. Mais il y a toujours, comme on revient à l'étape 1, hein, où il n'y a pas La boucle est il bouclée. y a pas si longtemps que ça, dans l'esprit des gens, si tu n'étais pas toi-même un peu mécano, un peu bricoleur, rouler en moto, c'était une aberration. Tu n'étais même peut-être pas un vrai motard si tu ne savais pas Voilà. bricoler ta propre moto. Il y avait cette oublier- idée-là quand même. Pas oublier qu'à une certaine époque, hein, sur les machines de temps, tu avais carrément le porte-bougie à l'arrière. Et puis le bidon d'huile aussi. Et le bidon d'huile, et les petits outils, Et les tournevis, et les, puis voilà, et les clés. Parce que ça, ouais. il fallait savoir se démerder des pannes les plus probables. Ouais. C'est plus du tout le cas. Maintenant, c'est fiable. Tout à fait. Je vais pas dire que c'est pas fiable depuis longtemps. C'est quasiment fiable depuis. Tout est presque fiable depuis les années 70. Donc c'est pas d'hier. Depuis que les Japonais sont arrivés quand même, Oui, ça a amené a amené une certaine fiabilité. Oh que oui. C'est certain. Ça a dégommé les marques italiennes et anglaises des années 60-70. Mais après, donc, faire vraiment un parallèle entre la moto contre l'écologie, non, je pense qu'on peut rouler écolo en moto. Tout dépend de son usage. Là, par exemple, j'ai encore utilisé, pas plus tard qu'hier, ma petite Monkey 125. Qui consomme à peine 2 litres au 100. C'est ça, qui consomme entre 1,5 litre et 2 litres au 100. Que j'adore d'ailleurs. Qui ne fait aucun bruit. Je suis arrivé chez un ami à moins de 7 heures du mat, de nuit. À vélo. Et je l'appelle parce qu'il me dit « Ah bah j'ai rien entendu ». Bah voilà, un vélo. Donc non, on peut avoir encore des Oui, trucs parce que dans thermiques cette notion, raisonnables. Hein. tu as raison, dans cette notion d'écologie, on peut parler aussi de Du notion environnementale. Le bruit est une pollution. forme de nuisance et de pollution, tout à fait. Le bruit est une pollution et ça pour le coup, c'est vrai qu'on peut regretter que certaines motos aient perdu leur mélodie. Leur harmonie, leur symphonie. C'est ça. Mais je suis quand même plutôt content que certaines machines fassent moins de bruit. Mais c'est dommage en fait qu'ils n'aient pas réussi pour beaucoup à garder la même identité sonore et juste baisser le niveau. La plupart ont maintenant des bruits de... C'est complètement bridé d'un seul coup, c'est ça. Beaucoup ont des bruits Tu de regardes les machine Harley à qui laver. sortent quoi. maintenant, si tu fais pas je sais pas combien de transformations. Le stage 45. Stage 25. Voilà, si tu rajoutes pas 4 ou 5 000 balles, t'as plus du tout... Bon, t'exagères, mais on va juste mettre déjà 1000 ou 2000, ça sera déjà pas mal. Tout à fait. Comment s'appelle la 750 Road là? La moins chère de chez Harley. Ils la vendent plus, ça. Je l'ai entendu, mais c'est une catastrophe. Non, mais ils la vendent Mais plus. ça n'a rien à voir. L'identité Harley est morte de chez morte. Maintenant, la plus Et petite. j'en vois plein en vente sur le bon coin parce que les gens se sont dit mais putain j'ai pas acheté une vraie Harley. Non, mais de toute façon, celle-ci, elle a une réputation catastrophique. De mémoire, actuellement, la plus petite des Harley, c'est un 1000. Il y en a une qui arrive. Eh oui, ça c'est un Sportster, un vrai. Très joli. Très joli son rauque. Très joli. Et Pas pourtant, trop. c'est pas trop fort. Pas trop, on est d'accord. Et pour finir, donc Tu nous dis la mutation. contemporaine. Ah, j'écris comme un cochon. Voilà, nous on se posait la question, alors c'est un peu finalement, les trois sont un peu liés. Quel est le motard type actuel? Est-ce qu'on est un peu plus dans le plaisir comme avant ou finalement c'est ce que c'est un moyen de transport pour aller d'un point A à un point Ouais. B? Voilà, quelle impulsion chez les jeunes motards? Voilà, c'est des questions ouvertes. Toi, qu'est-ce que tu vois chez ce motard de maintenant? Qui apparaît, en tout cas, qui vient d'avoir son permis, jeune ou pas jeune, mais qui vient d'avoir son permis. Et jeune ou pas jeune. Qui accède au monde de la moto. Comment tu le vois, toi? Alors, moi je peux juste me fier aux gens que je côtoie qui me Évidemment. ramènent leur moto. Et qui discute avec toi, qui échange avec toi. Peut-être que je suis biaisé justement parce que ce qu'on me propose, c'est souvent des motos neuves. Mais j'ai quand même vraiment là. Des voitures, des motos un peu âgées des fois de temps en temps. Oui, quand même. mais justement, ce que je voulais dire, c'est que la plupart des jeunes motards, c'est des motos neuves. Oui. Je vois rarement, bien sûr, c'est pas, il y en a toujours quelques-uns, mais je vois de plus en plus rarement des motards qui se prennent une vieille bécane qui a 20 ou 30 ans qui coûte une misère pour rouler. Je suis d'accord. Tous se prennent une location, un leasing, un crédit pour avoir... Un truc rassurant, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête. Et souvent, c'est de la grosse cylindrée bridée. Souvent, ils préfèrent mettre plus cher pour avoir plus de cylindrée bridée que de prendre une milieu de gamme Je comprends. à son plein potentiel. Ce qui pour moi est un peu une aberration, vu qu'à chaque fois, je préfère la milieu de gamme à son plein potentiel. Mais d'un côté... Tu penses que le produit clé en main, comme ça, est beaucoup plus rassurant? je pense surtout qu'il y a que... une assurance, parce qu'il y a un suivi, parce qu'il y a une Non, une alors, garantie, parce que oui, ceci, parce que cela. ça s'applique pour tout le neuf.
Mais qu'est-ce qui fait Oui, mais qu'il... par rapport à l'occasion, justement. Oui. Il y a le côté rassurant d'acheter du neuf, la garantie, le service, comme tu le dis. Alors qui est des fois faussement rassurant, parce que c'est pas parce que c'est neuf que ça va pas déconner très rapidement par rapport à une ancienne qui est des fois bien fiabilisée. Comme quoi. Oui. Bon, après, des machines qui seraient vraiment neuves et tout le temps en rade, heureusement, c'est extrêmement rare. Tu as connu avec une Ducati? Oui, Je t'en prie. oui, mais c'était il y a 20 ans. Ah, puis c'était Ducati en plus, merde. Oui, Ah, oui. mauvais exemple. Oui, c'était ma première Où Ducati t'as eu par que motard. des couilles sur Que celle-là. des couilles. Ouais. Mais oui. Et j'en ai racheté une, la même, Et qui a moins de couilles. qui a plus de couilles du tout. C'est ça. Mais non, je ne sais pas par contre ce qui pousse vraiment les jeunes à prendre plutôt de la grosse cylindrée que de la moyenne cylindrée. À mon avis, c'est juste le marketing qui est très très efficace. Tu penses qu'il y a un truc un peu valorisant, ostentatoire? Non, je pense que c'est surtout les concessions qui poussent au cul parce que ça leur rapporte plus. Puis après, tu as le super argument, ouais, mais si tu veux, après, tu peux la débrider. Et puis si tu essaies de la revendre, de toute façon, qu'elle soit bridée ou débridée, ça se revendra mieux. Il y a une projection, ouais. Ce qui est plus ou moins vrai, hein, mais voilà, ce que je constate, c'est essentiellement les jeunes, c'est de la moto neuve. Et souvent, les motos anciennes, bah, c'est entre guillemets des vieux comme nous, quoi. Non, surtout comme moi. Tu dis, le mec il dit ça avec une voix d'outre-tombe, quoi. Surtout comme moi, c'est la fin. Et sur cette question-là, est-ce que tu as ou pas ce sentiment que beaucoup de motards finalement font de la moto non plus par ce véritable plaisir, mais pour se rendre d'un point A ou un point B? Qu'est-ce que t'en... Non, pour moi, il y a de moins en moins de point A au point B. Ah ouais? Pour moi, c'est que du loisir, quasiment. Donc, parce qu'on parle de moto, Oui. et parce qu'on parle pas de scooter ou de... Justement, le truc, c'est que quand on est vraiment dans une utilisation... Enfin, le scooter, c'est quand même très très intéressant, surtout en ville, hein, il faut l'avouer. Bien sûr. Mais si on est justement dans une utilisation urbaine... Ou la petite moto électrique d'ailleurs, finalement, qui pourrait être aussi très facile en ville. Peut-être dans certains usages. Mais le scooter en utilisation urbaine, bah faut être honnête, il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a pas mieux. On a l'efficacité on a un moteur qui est juste dimensionné comme il faut. Il y a les bonnes reprises. La consommation est relativement faible. On a une capacité d'emport qui est vraiment pas mal pour certains modèles. Petit gabarit, donc facile à garer aussi. Alors après, ça dépend, parce qu'il y a des scooters énormes aussi maintenant. Mais par contre, là où c'est pas rentable du tout, c'est qu'un scooter haut de gamme vaut une véritable fortune et vaut même bien plus cher qu'un équivalent en moto. Un T-Max de mémoire, c'est 13 000 maintenant. Hein. Et puis c'est surtout le véhicule le plus volé en France, surtout. Un des plus volés. En deux roues. Non, maintenant c'est les GS. Ah ouais? Ah bah... Plus que le T-Max? C'est ce qui est le plus vendu et le plus désiré. Hein. Les GS, ça coûte une fortune à assurer à cause de ça. Hein. C'est très 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 volé. Mais non, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui passent le permis moto pour une utilisation vraiment utilitaire ou transport. C'est essentiellement pour du plaisir, du loisir, les vacances, se balader. En tout cas, c'est mon optique à moi. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est... Ouais, je vois quand même de moins en moins, et surtout sur les très jeunes. Sur les très jeunes, avant, il y avait tous ceux qui passaient donc le BSR, le permis AM, Ouais, AM maintenant, ouais. qui permettait de rouler avec un scooter 50 cm3. Maintenant, cette formation permet également, enfin déjà à l'époque ça le permettait, mais personne ne l'utilisait parce que les voiturettes coûtaient très cher. Maintenant, Citroën, donc depuis qu'ils ont sorti l'Ami électrique, ça a totalement démocratisé le truc. Et en plus, les parents sont rassurés parce que, vu qu'il y a très peu d'autonomie, les enfants ne peuvent pas se retrouver à l'autre bout de la France. Et vu qu'en plus, Citroën les propose en leasing à genre 50 ou 60 balles par mois, bah, s'ils savent que leurs enfants vont en avoir besoin pendant peut-être 2 ou 3 ans, bah, ils les louent pendant 2-3 ans, ils les rendent, puis c'est fini, ils n'ont même pas à s'en soucier. Et donc, je pense vraiment que d'ici quelques années, on va voir peut-être moins de motards ou motardes qui viendraient justement avant, comme progression, ils passaient du 50 vers la moto. Progression, tout à fait. Là, vu qu'ils sont directement sur une boîte à roues, bah, ils vont continuer sur de la boîte à roues. Ils vont pas forcément se diriger naturellement vers « ouais, j'aime bien le plaisir que j'ai en deux roues ». Il n'y a pas cette acculturation aux deux roues. C'est... Est-ce que tu penses que... Alors nous, on habite pas à côté de grandes villes, mais pas dans des grandes villes. Est-ce que tu penses justement que les habitants de la grande ville
délaisseraient plutôt la moto par rapport à ceux qui habitent en périphérie ou en campagne? Parce qu'on est d'accord que pour faire de la moto, et si on se raccroche un peu à cette notion de plaisir, c'est pas en ville qu'on va kiffer faire de la moto. Non. On est d'accord? Non. Alors là, la répartition, j'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop. Après, en tout cas, moi, je m'imagine tout de suite habiter dans une grande ville. Après, la moto, je vais avoir moins envie d'en faire. Par contre, tu d'arrêter vois, tous les 5 mètres à un feu rouge, non, mais ça bien sûr. pas, tu vois. Je me doute que de toute façon, si les gens achètent de plus en plus des véhicules pour un but loisir, c'est pas pour l'utiliser en ville ou uniquement ponctuellement. Exactement. Et ce qui peut justement corroborer ça, c'est que il semblerait que par exemple dans Paris, la plupart des concessions moto sont en train de couler. Il disait qu'il y en avait beaucoup plus avant et qu'il y en a beaucoup déjà qui ont mis la clé sous la porte. Ça corroborait un peu avec mon hypothèse quand même. C'est voilà. Okay. Donc pour moi, on est de plus en plus sur une utilisation purement loisir. Et c'est aussi peut-être pour ça que les gens veulent de plus en plus de la grosse cylindrée un peu m'as-tu vu, la petite cylindrée utilitaire qui est pratique mais pas trop valorisante à leurs yeux. Bah, ils voient pas l'intérêt, quoi. Est-ce que pour reprendre un petit peu finalement le sujet principal sur la fonction sociologique de la moto ou le rôle sociologique du motard, est-ce qu'on pourrait considérer à l'heure actuelle, où on manque de plus en plus de liberté, que la moto reste encore un vecteur de liberté et qu'on le prône? On parlait tout à l'heure de l'expansion énorme, exponentielle justement, c'est qu'elle veut dire, le développement exponentiel des trails, pardon, je ne sais jamais comment on dit. Est-ce que ça aussi, c'est une réponse quelque part à « vous m'emmerdez, j'ai envie d'aventure, j'ai envie de liberté ». Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça a explosé quand même, ces achats-là. Je suis d'accord avec toi qu'il y a certainement ce côté, d'ailleurs c'est aussi dans le marketing, la moto à tout faire, la moto qui vous permet, si vous voulez aller en ville, si vous voulez transporter 2-3 trucs et on peut mettre des bagages, polyvalence, vous voulez faire du chemin, vous allez vous prendre pour un champion. Bon, on sait très bien qu'il y a moins de 5% des gens qui se prendront... Qui iront vraiment à faire du tout-terrain un peu engagé. Mais ce qui fait pour moi l'attrait de plus en plus de ce type de machines, c'est que maintenant, au niveau technique, elles ont quasiment plus de défauts. Avant, tu avais un trail, c'était pas beau selon les canons de beauté de l'époque. C'était... Ils ont la gueule, putain. C'était peu performant. Souvent, il y a 160 chevaux, 180 chevaux. Mais justement, tu prends uniquement il y a 30 ans, un trail moyenne cylindrée, ça faisait 40 chevaux. Tu prenais un 600... Une Transalp 600 par exemple de l'époque? Même sans prendre une Transalp. De toute façon, une Transalp, ça devait faire quoi, 45, 50 ? C'est ça. Mais t'avais les XT, les DR... les Ténéré, la plupart étaient des machines modestes, ce qui n'est plus du tout le cas. Maintenant, c'est des machines qui sont bardées de technologie, qui dépassent allègrement les 100 chevaux. Largement. On a maintenant même des équivalents, des machines de ces catégories qui viennent de Chine ou d'autres pays qui arrivent à sortir des 100 chevaux sans problème pour un tarif modeste. Donc non, ces machines n'ont plus n'ont plus aucun, aucun défaut presque. Si le seul défaut, ça reste l'ergonomie, la hauteur. Enfin, l'ergonomie n'est pas forcément un défaut justement, parce qu'on est très droit. C'est surtout la hauteur, la prise en main. Si vous êtes pour des gens si vous êtes trop grand, si vous êtes trop petit, les motos sont trop grandes. Ouais. Mais c'est pour ça, pour moi, que cette catégorie actuellement ne trouve pas vraiment de concurrence. Parce qu'on a de toute façon maintenant, sur la plupart des trails, la puissance des sportifs d'il y a 20 ans. C'est ça, voire même plus. Donc pourquoi s'emmerder avec une position radicale de sportive? Et pour certains, on va dire, le côté kéké de la sportive, parce qu'il ne faut pas l'avouer, il faut l'avouer, pour certains, la sportive, ça a toujours été un peu la moto du branleur, quoi. C'était la GTI de... le mec qui fait plus de bruit que ce qu'il avance. Mais c'est pour ça que maintenant les trails n'ont plus rien à se reprocher, c'est hyper populaire. Et vu, il y a l'effet de masse, vu que c'est populaire, c'est encore plus populaire. Je sais pas si un jour quelque chose supplantera le trail. L'ultra trail. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet d'une prochaine vidéo. Est-ce que quelque chose viendra supplanter le trail? Notre vision du futur. C'est ça. Un trail volant. Peut-être. Et du coup, voilà, pour finir, est-ce qu'on pourrait se dire finalement que le motard moderne, le motard actuel, c'est quelqu'un qui aurait un peu plus de conscience écologique,
un peu plus qui choisirait une moto un peu plus polyvalente, quelque chose de, je vais pas dire aseptisé, c'est peut-être pas le terme, mais plus uniformisé. Ce serait ça notre motard de maintenant? Le motard de maintenant, il veut aucune galère. Il veut pas entendre parler de problèmes, il veut pas entendre parler de maintenance, il veut pas entendre parler de rien. Il faut que... D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre certains constructeurs. Hein, quand je vois le nombre de commentaires que j'ai à chaque fois que je teste un trail, qui me disent « Ah bah, il y a une chaîne, moi je veux même pas en entendre parler. » Pourquoi vous ne mettez pas des putains de cardans ou des courroies, quoi? Visiblement, personne ne veut de chaîne. C'est chiant. C'est chiant. Alors je sais pas, ou alors est-ce que c'est une catégorie de réfractaires aux chaînes qui est extrêmement présent dans les commentaires, je sais pas. Ouais, c'est de la résistance. Je sais pas, ils font de la résistance, mais visiblement à chaque fois qu'il y a une moto qui sort, je vois, ah bah si seulement il y avait eu un cardan. Bah ouais, mais bon, actuellement les seuls qui font encore des cardans, c'est BM et Guzzi. C'est les seuls. Tous les autres, c'est de la chaîne. Ok. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Oui. N'hésitez pas hein, dans les commentaires à dire un peu ce que vous pensez de ce motard actuel, de sa fonction, on va dire un peu sociale, sociétale. C'est quoi un motard, la représentation qu'il a. On est tout oui, même si je pense qu'on a quand même fait une bonne partie de petite araignée, petite mémère. C'est Gypsy, tu connais pas Gypsy la motarde? Je connais pas Gypsy. Ouais, donc même si on a fait effectivement, on a vu un petit peu dans les grandes lignes ce que nous on y voyait. Écoutez, on vous dit à bientôt pour un prochain Parole de motard. Et puis bonne soirée, bonjour, au revoir, je sais pas comment on pourrait dire. Hein, bonne bourre, je sais pas. Et puis moi je vais réécrire un truc, comme ça il viendra me faire chier quand je serai assis. Avec un sujet où il sera en 4 lignes, que je comprendrai même pas la moitié des mots. Bon allez, à plus. Salut. Salut.